Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. L'UJFP est très heureuse de commencer son assemblée générale annuelle par cette soirée politique ouverte à tous et à toutes et consacrée à un focus sur la négrophobie. Pourquoi ce choix? Il nous a semblé qu'entre toutes les formes de racisme auxquelles nous nous intéressons, la négrophobie, la façon dont elle frappe les communautés noires de ce pays, a longtemps été invisible. On n'entend pas? On n'entend pas? Bon, bah, je vais essayer de parler plus fort. C'est mieux là? Un peu mieux. Donc cette négrophobie, cette forme de racisme a longtemps été invisible en France. Et il nous semble aujourd'hui encore qu'elle est inaudible, d'une certaine façon. Le silence médiatique sur les meurtres policiers lavés par la justice, la difficulté de vivre, de travailler, de se loger, de se soigner, de s'éduquer dignement. Je me souviens par exemple d'un après-midi de l'année qui vient de s'écouler à la Colonie, pour inaugurer l'ouvrage « Décoloniser les arts ». Et ma surprise, ma stupéfaction, d'une salle archi-comble, pleine d'artistes et de travailleurs de l'art dans tous les domaines, ultra majoritairement noirs, qui venaient témoigner de leurs conditions et de leur colère sur la manière dont ils exerçaient leur métier et dont ils étaient bridés et limités. Nous voulons comprendre ce que cela signifie d'être noir en France aujourd'hui, et ce que signifie la négritude pour les héritiers du racisme, de l'esclavagisme et du colonialisme. Comme juifs, nous vivons nous aussi le poids de notre héritage, mais par exemple, je dirais à titre personnel que je me suis souvent dit que l'humanité des juifs, les juifs ont été longtemps persécutés dans beaucoup de situations, etc., mais que l'humanité des juifs ne leur avait été déniée que dans une courte et tragique période, on va dire qui court des années 30 à 1945. Alors que les Noirs portent en eux, et portent eux, un déni d'humanité de plusieurs siècles. Un déni d'humanité qui se manifeste encore sur les stades, dans les attaques de personnalités noires en France, qui renvoient très vite ces attaques les personnes visées à l'animalité. Le livre de Norman Adjari, que vous pourrez vous procurer en fin de conférence et le faire signer par son auteur, La dignité ou la mort, nous semble apporter des éclairages passionnants à cet égard. Nous lui avons donc demandé de venir nous parler de ce concept philosophique particulier, forgé dans la douleur de l'expérience noire, la dignité. La dignité, dit l'auteur, est la capacité de l'opprimé à tenir debout entre la vie et la mort. Norman Adjari est philosophe et enseigne aujourd'hui à Villanova University à Philadelphie. Nous avons aussi voulu donner la parole à des membres d'associations partenaires avec qui nous travaillons depuis longtemps, des années maintenant, à lutter contre le racisme sous toutes ses formes. La brigade anti-négrophobie, la BAN, dont le porte-parole Franco Lolia, pardon, je me trompe de camarade, nous décrira la situation des Noirs en France et le travail de son association. Mais juste une toute petite anecdote qui nous montre à quel point parfois on est loin de comprendre ce qui se passe. Quand l'espace antiraciste respirable avait organisé une contre-manifestation, rappelez-vous, il y avait la grande manifestation à République qui allait de l'extrême droite à l'extrême gauche sur l'antisémitisme, un antisémitisme qui était utilisé contre les Gilets jaunes. Nous avions, avec la BAN aussi, et bien d'autres associations antiracistes avec qui nous travaillons, organisé une contre-manifestation à Ménilmontant. Et puis, juste 3 jours avant, je réalise que la BAN n'a pas signé l'appel. Et j'appelle Franco et je lui dis « Mais Franco, qu'est-ce qui se passe? Vous ne signez pas ?» Et Franco me dit « Non, on est d'accord avec l'appel et tout, mais tu sais, on a du mal à signer parce qu'on ne peut pas mobiliser. » Je lui dis « Pourquoi vous ne pouvez pas mobiliser ?» Il me dit « Mais tu ne te rends pas compte, Michel, tu ne comprends pas où sont les gens avec qui on travaille. Ils sont tellement loin de tout ça. Ils sont pris dans des problèmes tellement énormes. Ils n'ont pas... C'est une autre planète pour eux de parler de ça aujourd'hui. » Alors on était tombé d'accord qu'ils signaient l'appel et que des camarades de la BAN venaient représenter la BAN. Mais là aussi, ça m'avait interpellé. On s'était dit, il y a des choses qu'on ne comprend pas. On est trop loin de tout ça.
Et c'est pour ça cette soirée, en fait. Et puis notre camarade Anzuman Sissoko, ici présent, qui est entre autres le porte-parole de la CISPM, Coordination internationale des sans-papiers et des migrants, et de l'Union nationale des sans-papiers et de la Coordination des sans-papiers 75. Lui-même est aujourd'hui régularisé, mais il se bat pour que tout le monde le soit autour de lui. Il a fait partie des migrants qui ont occupé la CPAM rue Baudelic à Paris dans le 18e et la Bourse du Travail dans le 3e arrondissement et encore bien d'autres actes militants. Il nous parlera de cet aspect encore plus difficile de la condition noire, ce que cela signifie d'être dénué de tout droit. À part ça, je dois aussi ici faire amende honorable parce que j'ai reçu des remarques que je trouve très justes et que je voudrais partager avec vous. En dessinant ce programme, d'abord un abord philosophique avec Norman, et puis un abord associatif. On a constitué un plateau éminent et passionnant, mais qui oublie les nombreuses femmes actrices de la lutte pour la dignité, passionnantes aussi, et qui travaillent à rendre visibles les inégalités et les discriminations, et les souffrances de la population noire en France. C'est une erreur qui ne nous a pas sauté aux yeux, parce que nous cherchions des associations. Mais que dire de camarades comme Maboula Soumaoro, de Françoise Vergès, de Rokhaya Diallo et bien d'autres encore, que nous côtoyons et dont le travail et les actions contribuent tous les jours à décoloniser les esprits. Donc nous ne pouvons que nous excuser humblement de cette absence aujourd'hui et nous engager à réparer cette erreur dès que possible. Voilà, je vais passer la parole d'abord à Norman, qui va nous donner de la hauteur sur ce beau sujet. Merci beaucoup Michel, et merci à l'UJFP pour cette invitation. Je ne vais pas exactement parler de la dignité ce soir, parce que bon, j'en ai pas mal parlé ces derniers mois. Je vais plutôt essayer de réfléchir, tout d'abord, pour commencer, au contexte spécifique dans lequel on se trouve ce soir, au contexte de cette invitation. C'est-à-dire un contexte assez étrange, finalement, le fait d'être invité à parler de la négrophobie à l'invitation d'une organisation juive. Ça m'a poussé, en fait, le fait de réfléchir hier en prenant l'avion à cette configuration, m'a poussé à réfléchir, à faire une espèce de diagnostic du fait qu'aussi bien dans le domaine du militantisme que dans le domaine de la théorie ou de la recherche universitaire, la simple notion de racisme a beaucoup perdu de sa centralité dans les discours antiracistes eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que la conscience antiraciste comme telle est de facture récente, c'est-à-dire l'idée que non seulement toutes les formes de hiérarchie à l'intérieur de l'espèce humaine doivent être combattues, mais aussi qu'il existe une sorte d'analogie, une sorte de principe de similarité entre ces différentes formes de hiérarchisation. Cette idée-là, qui a été, disons, au cœur du militantisme antiraciste au cours des 50 dernières années, voire un peu plus, me semble perdre du terrain. Cette idée, cette notion est également celle qui est à l'origine, disons, de certaines injonctions qu'on entend souvent dans les espaces militants, une injonction à ne pas hiérarchiser les racismes, qui serait, disons, une sorte de comment dire, de faute morale. Évidemment, nous sommes dans une situation où il existe toujours ce qu'on a appelé un antiracisme moral, qui est un antiracisme qui assimile et qui borne le racisme à un faisceau de comportements individuels qui sont stigmatisants. Et évidemment, cette tournure de l'antiracisme moral, dans le contexte français, est fortement encouragée par une législation antiraciste qui concentre l'ensemble de ses efforts sur les discriminations et surtout sur les injures. C'est-à-dire, en somme, des choses qui sont des rapports essentiellement d'individu à individu, et des rapports d'individu à individu qui se jouent, dans le cas des injures notamment, qui sont quand même au cœur, disons, du battage médiatique et de la capacité répressive de la plupart des lois, qui se concentrent sur le symbolique, qui
disons, des torts moraux, des torts... Peut-être que je devrais le prendre plutôt à la main, en fait. Ça marchera. Ah ouais. Donc, l'antiracisme moral qui existe donc toujours, qui se concentre sur les rapports interindividuels et notamment les torts moraux, les torts symboliques, etc. Mais au-delà, ce à quoi on assiste et qui m'intéresse, soit qu'on assiste internationalement, c'est le cas en France, c'est le cas également aux États-Unis, dans d'autres endroits du monde, c'est, je dirais, un mouvement de spécification des violences raciales, qui sont soutenues par des organisations, qui sont soutenues par des intellectuels organiques de ces organisations, et même par des chercheurs qui revendiquent davantage de neutralité. Ce que je dis par spécification, c'est-à-dire, ce que nous faisons ici, par exemple, parler spécifiquement du racisme anti-noir, sous son nom, sous son concept particulier, qui est le concept de négrophobie. En réalité, ce qui peut apparaître aujourd'hui comme une rupture me semble être une sorte de retour aux sources des discours antiracistes modernes. Si on peut prendre un exemple, qui est peut-être le premier exemple moderne significatif, c'est le discours abolitionniste, donc qui peut être pensé comme une espèce de mouvement contre la négrophobie, coordonné avec un certain nombre d'acteurs qui viennent de différents champs, de différents espaces, qui agissent de manière différente. Donc c'est un exemple politique massif et structuré d'une sorte d'antiracisme, mais qui vise essentiellement un projet spécifique, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage. Bien sûr, on a certaines figures notables, comme par exemple l'abbé Grégoire, le fameux prêtre de Metz, qui était également engagé notablement contre l'antisémitisme, par exemple. Mais on est dans le cadre de luttes qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateforme commune pensée comme antiraciste. Nous avons un individu, par exemple cet abbé Grégoire, qui écrit des pamphlets contre l'antisémitisme et qui, d'autre part, en écrit d'autres contre la traite et l'esclavage. Et je pense qu'on revient aujourd'hui, disons, à cette même politique des engagements spécifiques plutôt qu'à des mots d'ordre génériques, qui seraient des mots d'ordre, disons, contre le racisme. Voilà, ce truc contre le racisme paraît un petit peu éventé, et on a même, disons, le surgissement d'un slogan un petit peu niais, qui se dirait contre tous les racismes, qui me semble, disons, une réaction précisément à ce retour de politique du particulier auquel on assiste. Je crois que dans le contexte français, 3 types de violences raciales font figure des principaux objets d'engagement, des principaux objets de discours. L'antisémitisme, l'islamophobie et la négrophobie. Je vais essayer de les décrire, de décrire leur situation et leur interrelation les uns avec les autres dans notre situation présente. En commençant évidemment par l'antisémitisme. Antisémitisme, discours sur l'antisémitisme qui me semble aujourd'hui l'objet d'un paradoxe. Le paradoxe est le suivant. Dans la plupart des pays du Nord, en tout cas pour peu qu'on ait des documents, des statistiques qui permettent de l'établir, l'espérance de vie des Juifs n'est pas moindre que celle du reste de la population. Et les études montrent qu'ils ne souffrent pas de discrimination particulière, en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne le logement, etc. Pourtant, dans notre contexte français, le discours dominant de l'antiracisme d'État considère l'antisémitisme comme la forme de violence raciale la plus grave et la plus condamnable. C'est quelque chose qu'a dit, par exemple, alors qu'il était en poste à la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Gilles Clavreul avait dit verbatim dans Libération. L'antisémitisme est donc considéré comme la forme de violence raciale la plus grave et la plus condamnable. Et ce discours est d'autant plus singulier puisqu'il fait, le plus souvent, des Arabes et des Noirs les principaux responsables du dit antisémitisme. Les Arabes, en mobilisant le discours sur le fond
intrinsèquement, séculairement antisémite de l'islam, et les Noirs en criminalisant tous les mouvements du pouvoir noir, tous les mouvements de libération noire ou panafricains, en les assimilant à ces figures, disons, plus ou moins lâchement ou plus ou moins justement taxées d'antisémitisme que sont Dieudonné et marginalement, pour les experts, Kémy Séda. Dans un domaine qui est un domaine plus théorique, un domaine qui est celui, disons, de ce qui s'appelle la critique de la valeur, avec d'autres auteurs comme Moïse Poston ou des militants qui s'en inspirent, on a l'idée qu'il existerait un antisémitisme structurel qui se manifeste d'une façon assez particulière, puisqu'il s'agirait d'une sorte de critique du capitalisme, mais une critique du capitalisme bornée au pouvoir de l'argent, au pouvoir de la finance, etc. Et avec évidemment comme sous-bassement l'idée que l'argent, ce sont les juifs. Il me semble, c'est certain, que la pertinence et le renouvellement, et la constante adaptation de ce discours ne fait absolument aucun doute. Je pense qu'empiriquement, ça se vérifie tout à fait. Ce que je veux souligner, toutefois, en rappelant bien entendu que ce discours, on l'a vu récemment, on l'a vu quelques années, semble encore, on ne peut jamais être sûr dans ces cas-là, mais disons qu'il y a de très fortes présomptions, qu'il encourage, disons, des passages à l'acte meurtrier. Il a cette capacité, disons, produisant des fantasmes sur la richesse exceptionnelle des Juifs, tout un tas d'autres caractéristiques que vous avez nécessairement en tête. Toutefois, il me semble qu'il faut s'interroger sur cette notion d'antisémitisme structurel. Et quand on a en tête, disons, les notions de racisme structurel qui ont été élaborées dans ce pays depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'une violence raciale structurelle qui n'affecte pas l'espérance de vie et l'accès aux ressources de ces victimes à l'échelle de la population globale? C'est ça la question que je pose quand on parle d'antisémitisme structurel. Et en outre, ces théories s'accompagnent généralement d'une défense échevelée. Je parle de la critique de la valeur, mais ça peut être valable des autres aussi. Une défense échevelée de l'état d'apartheid israélien et d'une critique de toute politique anti-impérialiste, quelle qu'elle soit. Et donc, en somme, nous sommes dans une situation actuelle où le discours dominant sur l'antisémitisme, qui n'est évidemment pas le seul, mais on accordera que c'est celui qui a le plus de crédit auprès des instances dirigeantes gouvernementales, à l'intérieur de l'État, le discours dominant sur l'antisémitisme se pose en exception par rapport aux deux types de violences raciales, que sont la négrophobie et l'islamophobie, et d'autant plus, il se pose d'une certaine manière comme la victime singulière et principale de ces sujets politiques que sont les Arabes et les Noirs. C'est la situation dans laquelle nous sommes en ce qui concerne l'antisémitisme. Passons maintenant à l'islamophobie. Je vais être assez rapide là-dessus, puisque, disons que le contexte dans lequel nous sommes nous autorise à ne pas beaucoup nous étendre. Une manifestation dans 2 jours, c'est un sujet, je pense, qui est présent dans les esprits de tout le monde ici. Je rappellerai juste que c'est une forme de violence raciale qui a connu une accélération suite à la guerre contre la terreur lancée par George Bush, suite au 11 septembre, évidemment. Et je veux aussi rappeler que l'espérance de vie des hommes descendants de l'immigration nord-africaine est significativement plus faible que celle du reste de la population, et ce, quelle que soit la classe sociale. Je fais cette connexion, je fais cette espèce de saut, de carpe d'un sujet à l'autre, pour insister, pour souligner le fait que cette question de l'islamophobie, pour la prendre rigoureusement, il me semble nécessaire de ne pas la prendre comme une question d'identité, de ne pas la prendre comme une question de liberté religieuse ou de représentation, mais de la prendre véritablement comme la persistance du statut des Français musulmans d'Algérie sous une nouvelle forme.